Bonjour à toutes et bonjour à tous, et merci pour votre participation au webinaire de présentation des résultats annuels 2024 de ICAP Group. Alors, en préambule, je tenais à vous informer que Yann Duigou, directeur général du groupe, ne pourra exceptionnellement pas être parmi nous pour cause de motifs professionnels impérieux. Il nous transmet donc ses excuses, et c'est donc Shora Rockney, directrice M&A et intégration, ainsi que Arnaud Lecogeek, directeur financier, qui assureront la présentation. À la fin de la présentation, je vous rappelle que vous pourrez poser vos questions via le module de chat qui se trouve en bas à droite de votre écran. Je laisse donc la parole maintenant à Arnaud Lecogeek. Merci Louis-Victor et bonjour à tous. Nous allons effectivement faire cette présentation des résultats annuels du groupe avec Shora. Yann est malheureusement absent aujourd'hui. Donc on va repartir de l'essentiel, nos produits. Donc le groupe ICAP, on est un service provider de circuits imprimés auprès de nos clients en Europe et en Amérique du Nord, donc les circuits imprimés, donc toutes les technologies, dans toutes les différentes catégories de produits que vous pouvez voir à l'écran, que ce soit en aluminium, en HDI, rigid flex. Donc ces produits qui sont essentiellement fabriqués en Asie du Sud-Est et que nous faisons livrer auprès de nos clients en Europe et en Occident principalement. La deuxième partie de notre activité, c'est les produits sur mesure des pièces techniques, on a l'activité CIPEM, donc qui est une multitude de commodités qui vont autour du circuit imprimé, donc qui peuvent être très variés, comme des câbles, des connecteurs et des adaptateurs. Donc vous avez un exemple là sous les yeux, effectivement, de l'ensemble des produits que nous sommes en capacité aussi de livrer auprès de nos clients, sachant que la particularité, c'est que ces produits sont également toujours sur mesure, et c'est ce qui fait effectivement le cœur de notre métier. Le secteur, donc c'est un secteur évidemment des produits électroniques qui est très vaste, qui couvre des dizaines, voire des milliers d'applications que vous pouvez trouver tout autour de vous, que ce soit dans le médical, dans la maison, dans toutes les industries, évidemment dans l'informatique, la télécommunication. Donc c'est un marché qui est très vaste. Donc il a été estimé à 76 milliards de dollars fin 2024 et il a une projection d'atteindre plus de 90 milliards fin 2029, donc ce qui fait une croissance annuelle moyenne de 23%. Donc c'est un secteur qui reste en croissance, qui est drivé par une grande innovation, et vous en êtes tous témoins. Donc c'est un secteur très dynamique dans lequel ICAP a bien entendu tout son rôle à jouer. Qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs, nous? Donc ICAP, on est un intermédiaire technologique, c'est-à-dire qu'on apporte un support auprès des fabricants ou des assembleurs de produits électroniques qui sont en recherche de circuits imprimés ou de pièces techniques. Et donc, on leur apporte en fait un service qui va effectivement d'un service technique, qui est d'abord une assistance qu'on fournit auprès de ces donneurs d'ordre sur les supports à la fois techniques, à la fois d'optimisation, sur l'ensemble des analyses sur les dossiers techniques pour optimiser la production. Donc ça, c'est des services qui sont fournis au plus proche de nos équipes commerciales et au plus proche de nos clients. Et ensuite, on a une activité effectivement qui est basée sur notre centre opérationnel en Chine, qui va couvrir les aspects de sourcing, qualité et de logistique, qui sont également les trois services que nous proposons auprès de nos clients et qui font finalement la valeur ajoutée que nous apportons à ces clients et qui font tout le positionnement et la force du groupe ICAP dans cette chaîne de valeur. On n'est évidemment pas les seuls à faire ça. On a des concurrents. Donc vous voyez ici les principaux, qui sont toujours le groupe NCAB en Suède, Fineline, qui est un groupe israélo-chinois, et Palpilot aux États-Unis. Donc, et il y a toujours, et c'est comme ça qu'on a un pilier de notre stratégie qui est fondamental pour nous, une multitude d'acteurs locaux, de petits traders de PCB qui font quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, répartis dans tous les pays du monde, et donc qui constituent notre vivier, notamment dans nos objectifs de croissance M&A, dont Shora pourra vous parler. Donc ce paysage concurrentiel, il est
toujours à peu près constitués des mêmes acteurs, qui ont tendance à grossir au fur et à mesure des années et qui sont tirés par effectivement les 3 grands noms que vous voyez, dont évidemment ICAP fait partie. Je vais passer la parole à Shora qui va vous parler du groupe ICAP aujourd'hui. Merci Arnaud. Donc effectivement, aujourd'hui, ICAP, et comme l'a souligné Arnaud, c'est un expert technologique mondial dans le monde du circuit imprimé et des pièces techniques. Donc on voit qu'aujourd'hui, 82% aujourd'hui du chiffre d'affaires est fait par les circuits imprimés, donc ICAP, et 18% par les pièces techniques sur mesure. Donc, notre rôle aujourd'hui et notre activité principale, c'est d'agir comme un fournisseur technologique de circuits imprimés et de pièces techniques à façon, en connectant nos clients qui sont internationaux avec un réseau de fournisseurs qui sont principalement basés en Chine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces achats constituent essentiellement, ils sont cruciaux pour la compétitivité même de nos clients finaux. Et bien évidemment, notre modèle, il est parfaitement adapté pour les besoins et les demandes des clients, qu'ils soient de petites, moyennes ou grandes quantités, et ce, à l'échelle internationale. Comme vous pouvez le constater sur ces deux graphiques, vous voyez bien que nos activités sont diversifiées tant géographiquement que en termes de segments de marché. Donc, cette diversification est un gage de croissance et de résilience pour le groupe, et nous sommes principalement présents en Europe, et c'est là que représente la plupart et la part la plus importante de notre chiffre d'affaires, puisque 58% aujourd'hui de notre chiffre d'affaires est réalisé en Europe, suivi ensuite des Amériques et du reste du monde. Et vous voyez qu'il n'y a pas de concentration au niveau d'un marché, on est présent dans plusieurs marchés, notamment l'industrie, l'automobile, le consumer, les télécoms, l'automatisation, l'éclairage, et également dans l'aérospatial et le militaire. Alors, quelques mots sur le groupe ICAP. ICAP aujourd'hui se positionne comme un acteur majeur à l'échelle mondiale, et c'est l'un des principaux acteurs en Europe. On compte aujourd'hui 650 salariés dans le groupe. Les 182 millions d'euros de chiffre d'affaires est soutenu aujourd'hui par un portefeuille de plus de 3800 clients actifs. Aujourd'hui, on a un réseau étendu avec 39 filiales dans le groupe et 2 bureaux de service en Chine, et nous couvrons aujourd'hui plus de 60 pays. De plus, nous possédons 4 usines dans le groupe puisqu'on vient de réintégrer DIF6. Donc, nous avons 4 usines en propre, et notre modèle high mix low volume nous permet de servir nos clients avec un panier moyen d'environ 2500 €. Et nous travaillons également avec un réseau de fournisseurs, 77 fournisseurs qualifiés, et plus de 75% du capital est détenu par le fondateur, les dirigeants et les salariés du groupe. Un élément clé aujourd'hui de notre succès, c'est la fidélité même de notre clientèle, puisqu'on voit qu'on a une forte récurrence des affaires avec la majorité de nos clients. Donc, on a 2 catégories de clients. On a ce qu'on appelle les EMS et les OIM, et chacun représente 50% du chiffre d'affaires du groupe. Plus de 70% aujourd'hui des clients sont avec nous depuis plus de 5 ans. Et bien que nous ayons un large portefeuille de clients, notre dépendance à un seul client est limitée, puisque vous voyez bien que le client numéro 1 représente à peine 2,2% du chiffre d'affaires. Ce qu'il faut comprendre dans notre modèle d'affaires, c'est que le process d'acquisition des clients est très complexe, mais une fois que vous avez pu valider un client, vous a validé en tant que fournisseur, la récurrence, vous avez une forte récurrence des affaires. Donc c'est ça qui est important, et c'est ce qui démontre la fidélité, et les chiffres démontrent la fidélité de nos clients aujourd'hui. Ensuite, pour servir bien évidemment et efficacement toute cette clientèle à l'international, on a su diversifier notre approvisionnement, puisque aujourd'hui on fait du sourcing pas seulement en Chine, mais également en dehors de la Chine, et on a mis en place des plateformes logistiques mondiales, ce qui nous permet aujourd'hui, cette capacité logistique est un atout aujourd'hui unique qui nous permet de servir les clients à l'échelle internationale et à livrer à temps
partout dans le monde et au meilleur coût. Donc, c'est vraiment une différenciation par rapport aux fournisseurs chinois, par exemple. Et là, je donne la main à Arnaud pour la partie financière. Merci, Cora. Donc, oui, je vais pouvoir vous présenter nos résultats financiers qui sont vraiment remarquables, hein, puisqu'on arrive sur une année 2024 qui a été marquée par d'énormes difficultés et des problématiques à la fois au niveau macroéconomique et au niveau microéconomique en fonction des pays qui ont été très, très délicates. Donc, on a réussi à maintenir un chiffre d'affaires de 181,7 millions d'euros, hein, qu'on a communiqué au mois de février. Donc, ce qui est une baisse faciale de 2%, mais dans un marché comme celui qui était le nôtre en 2024, c'est déjà une performance en soi. Et l'accomplissement qui a été rendu possible tout au long de cette année avec les efforts des équipes conjointes, que ce soit auprès des bureaux de service en Chine ou auprès de toutes les équipes des BU à travers le monde, on a été en capacité de renforcer et d'améliorer tous nos ratios de rentabilité, que ce soit au niveau de la marge brute, de l'EBITDA, de l'EBIT et du résultat net. Donc, c'est une performance qui est vraiment exceptionnelle. On a su, au fur et à mesure de l'année, quand on a commencé à sentir effectivement que ce marché allait être difficile pour l'année 2024, on a su faire les efforts pour à la fois optimiser les coûts, rationaliser nos process, réorganiser ce qui pouvait l'être pour rendre les opérations plus efficaces et être en mesure effectivement de générer de meilleures marges. Donc, c'est ce qui a été fait donc, au niveau du service achat et de l'ensemble des services d'opération pour la marge brute. Et c'est également ce qui a été fait au niveau des coûts fixes et des coûts de structure qui ont pu aussi faire les efforts nécessaires pour limiter leur augmentation, puisqu'il y a une augmentation, mais qui est logique compte tenu de la politique d'acquisition du groupe, mais limiter cette augmentation et ainsi améliorer nos ratios de profitabilité. Donc, avec un EBITDA de 14 millions d'euros, donc en croissance de 600 000 euros par rapport à l'an dernier, donc soit une augmentation de 0,5 points, c'est une performance qui est remarquable. Donc, on arrive à un ratio de marge d'EBITDA de 7,7 comparé à 7,2 l'an dernier. Donc, dans ce contexte-là, on est très satisfait de cette performance. Et effectivement, la partie de la rentabilité opérationnelle qui est présentée par l'EBIT et qui est le ratio qu'on suit, on a également une augmentation de 0,5 points puisqu'on passe de 4,2 à 4,5. Donc, très belle performance. On arrive à générer un résultat net de 3,6 millions d'euros, ce qui représente un peu plus de 2% du chiffre d'affaires. Donc, dans ce contexte-là, c'est une vraie satisfaction. Ça démontre la capacité du groupe à répondre aux difficultés et à l'adversité économique, qui peuvent être des phénomènes macroéconomiques ou microéconomiques, et renforce la résilience de ce business model qui, même dans les années les plus délicates, parvient à délivrer une rentabilité opérationnelle satisfaisante. Sur la partie effectivement du bilan, donc les principales évolutions qui reflètent concrètement la stratégie qui a été mise en place depuis des années maintenant et qui porte ses fruits, c'est une augmentation des actifs non courants qui constituaient essentiellement des goodwill qui augmentent de 24%, c'est-à-dire une augmentation d'un peu moins de 12 millions d'euros, qui correspond aux acquisitions qui ont été réalisées notamment sur la deuxième partie de l'année avec le groupe NTW qui est basé au Japon et en Asie du Sud-Est et l'agent commercial François Frères, donc qui augmente le niveau donc, des goodwill qui passe de 23 à 35 millions d'euros. Sur la partie BFR, on voit voilà, la continuité de nos efforts, notamment en termes de gestion des stocks, où on voit que le niveau des stocks que nous maintenons diminue plus vite que celui de notre activité. Donc, c'est bien qu'on arrive à optimiser et ça joue effectivement sur la génération de trésorerie que je vous présenterai juste après. Évidemment, pour pouvoir financer ce développement, donc on a recours à la dette avec l'ensemble de nos partenaires bancaires. Donc, vous voyez la décomposition de cette dette. Elle est composée donc
d'un emprunt syndiqué et d'un emprunt obligataire. Ensuite, on avait des emprunts bilatéraux concernant la croissance externe. Puis, il nous reste les PGE qui vont se terminer courant 2026 et la dette factor qui nous permet de financer notre BFR. Donc, ces éléments-là font qu'on a un niveau de dette de 59,5 millions d'euros qui est en légère augmentation, mais on continue évidemment et on respecte nos engagements auprès de nos partenaires bancaires, ce qui fait qu'on rembourse notre dette correctement sans difficulté majeure sur notre trésorerie. Justement, parlant de trésorerie, donc voilà le tableau de flux de trésorerie donc qui synthétise l'évolution et la génération de notre trésorerie et l'utilisation qu'on fait de cette trésorerie au sein du groupe. Donc, on aperçoit donc que les flux de trésorerie qui proviennent des activités opérationnelles, qui reflètent réellement le niveau de trésorerie qui a été généré par notre business, donc qui s'élève à 7,3 millions d'euros, comparé à 8,3 millions d'euros. Donc, qui reste une très bonne conversion des performances commerciales en trésorerie, puisqu'on va avoir un ratio de conversion de l'EBITDA en trésorerie qui reste supérieur à 50%. On le verra dans le tableau juste après. Donc, ce qui reste une très bonne performance et qui permet au groupe de financer évidemment ses opérations et aussi d'autofinancer une partie de ses acquisitions. Et c'est ce qu'on va voir juste en dessous, puisqu'on voit que pour la partie investissement, donc l'ensemble des flux de trésorerie utilisés pour les acquisitions s'est élevé à 12,8 millions d'euros sur la partie, surtout pour l'année 2024. Donc, ce qui est un peu moins que ce qu'on a fait l'an dernier, mais qu'on a réussi à financer à la fois en partie par une émission d'emprunt, puisqu'on voit un petit peu en dessous qu'on a émis pour 11,5 millions d'emprunts, mais donc on a aussi autofinancé une partie de ces acquisitions, ce qui était tout à fait prévu et en corrélation avec le plan d'investissement qui avait été défini au niveau de la stratégie du groupe. Donc, sur les autres parties financement, donc on a continué évidemment à rembourser notre dette et on a respecté les engagements auprès de nos partenaires bancaires et on a versé un dividende d'1,6 million d'euros l'an dernier, ce qui nous fait une consommation de trésorerie sur les opérations de financement de 1,4 million d'euros. Donc au final, cette année, on a consommé de la trésorerie pour un peu plus de 6 millions d'euros, ce qui reflète et est toujours en ligne avec nos stratégies et ne met pas du tout le groupe en quelque difficulté que ce soit, puisqu'il nous reste un niveau de trésorerie brute qui est supérieur à 26 millions d'euros à la fin de l'année 2024. Juste ensuite, vous voyez donc un bridge en fait de l'évolution de la trésorerie qui reprend un petit peu les éléments que je viens de vous présenter. Donc avec un taux de conversion de l'EBITDA qui est de 52%, c'est ce qu'on voit sur la partie gauche du slide. Et après, vous voyez les différents postes qui ont été consommateurs de trésorerie, qui vont essentiellement concerner les investissements qui ont été réalisés pour 12,8 millions. Ensuite, en vert, vous voyez les émissions d'emprunt qui sont de l'entrée de trésorerie pour 11,5 millions. Et ensuite, vous avez le paiement des intérêts, le paiement de nos échéances, et ainsi de suite. Donc voilà, vous avez un peu la décomposition ici de la variation de trésorerie et la position finale au 31/12/2024 qui s'élève à 26,4 millions d'euros. Donc, on parlait de la stratégie d'investissement. Je vais pouvoir passer la parole à Shora qui va justement vous mettre en évidence la stratégie et les opérations M&A. Merci Arnaud. Donc, effectivement, au cœur de notre démarche stratégique réside une ambition claire, celle de maximiser la création de valeur. Donc, à travers 3 leviers principaux. Le premier, c'est la poursuite de la croissance organique, puisqu'elle fait partie inhérente de l'ADN du groupe ICAP. C'est ce qu'on a fait pendant les 20 premières années de 2001 à 2021. ICAP s'est vraiment construit sur de la croissance organique. Ensuite, accélérer la politique de croissance externe et l'optimisation de l'organisation avec des économies d'échelle qui vont venir s'accentuer. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, le groupe est assez structuré pour pouvoir absorber cette croissance future sans coût additionnel. Donc, c'est très important pour nous et c'est comme ça qu'on va venir créer de la valeur pour le groupe ICAP et c'est ce qui s'est passé dans les chiffres que vous a présenté Arnaud également.
Si on regarde notre stratégie d'acquisition, elle vise à rechercher activement des synergies, tant au niveau des achats qu'au niveau commercial. Et c'est ce qui s'est passé également dans les chiffres présentés par Arnaud. Vous voyez une amélioration de la marge brute. C'est la possibilité de réduire nos coûts d'achat grâce à une puissance d'achat globale et également d'améliorer des conditions de paiement ou d'augmenter notre puissance d'achat globale, ce qui nous a permis de faire des synergies. On vient également faire, et ce qu'on vient rechercher dans une acquisition, c'est sur le plan commercial. On vise à venir augmenter nos ventes et nos parts de marché grâce à une compétitivité accrue, en venant offrir des plus grandes capacités à répondre aux besoins des clients plus importants et à venir accroître les ventes auprès de notre base de clients existants. Donc, c'est vraiment ce qu'on vient chercher, c'est cette croissance organique post-acquisition, puisqu'on va offrir beaucoup plus de services que les sociétés qu'on a acquéries dans les acquisitions. Donc, c'est ce qu'on vient vraiment rechercher, c'est cette synergie commerciale post-acquisition. Si on regarde un petit peu notre structuration d'équipe M&A, on voit que on structure cette stratégie d'intégration avec rigueur et précision, puisqu'on est alimenté en permanence par les exécutifs VP et les directeurs qui viennent nous accompagner et qui viennent nous donner des sources de cibles. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a pu identifier plus de 500 acteurs. Et vous l'avez vu dans le pipeline que vous a présenté Arnaud. Il y a un nombre important de concurrents au niveau des tradings de circuits imprimés et de pièces techniques à façon. Donc, c'est là qu'on vient faire nos acquisitions. Aujourd'hui, on en a contacté plus de 150 et on discute et on est en cours de discussion avec plus de 23 et en discussion avancée avec 12 acquisitions. Ce qu'on vient cibler en priorité, c'est ceux qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions d'euros, un large portefeuille de clients. Ce qui nous intéresse, c'est justement d'avoir été qualifiés, que ces cibles ont été qualifiées auprès de clients, et c'est là qu'on va venir réaliser nos synergies commerciales et post-acquisition en leur offrant beaucoup plus de services et avec une marge brute moyenne de plus de 25%. Et avec des fortes synergies. Si on regarde un petit peu le track record et le succès de cette stratégie, elle se voit avec le track record qui a été réalisé, puisqu'on a réalisé plus de 25 acquisitions jusqu'à 2025. Et on voit bien que ces acquisitions ont non seulement enrichi notre portefeuille client, puisqu'on vient rechercher avant tout des nouveaux clients et un portefeuille client, mais elles ont également apporté des compétences et des expertises clés au sein du groupe ICAP. Et ce qui est important, puisque on se renforce au niveau sur des zones géographiques stratégiques et on est capable de plus en plus de servir des marchés à forte valeur ajoutée. Donc, c'est aussi ce qui est important dans les acquisitions. Et on voit également que on a une amélioration de la marge brute que vous constatez également dans les chiffres que vous a présenté Arnaud, qui a un impact bien évidemment positif dans cette approche d'acquisition, puisqu'on a une marge brute moyenne pondérée supérieure à 30% dans nos acquisitions. Donc, cela démontre également notre capacité à sélectionner et à intégrer efficacement des cibles qui contribuent à l'amélioration de notre marge brute. Si on regarde un petit peu le pipeline d'acquisition, on voit qu'on a un pipeline assez robuste puisqu'on a 12 cibles potentielles à l'international et en discussion avancée qui vont de 1,2 million à 25,4 millions. Donc, on est très confiant pour la réalisation de nos objectifs et on démontre encore une fois avec cette stratégie M&A qu'on est un pilier essentiel de notre vision à long terme, ce qui nous permet de renforcer notre position de leader sur ce marché. Et là, je laisse la main à Arnaud pour les perspectives financières. Merci Flora. Donc, vous voyez les réalisations de cette année sont quand même très positives. Les tendances à la fois sur la partie
business et aussi sur la partie M&A sont également positives. C'est ce qui nous permet de réaffirmer finalement nos ambitions. Hein, donc nos ambitions qui se matérialisent par une croissance de chiffre d'affaires posée à la fois sur une croissance moyenne organique qui s'élève supérieure à 10% jusqu'à l'année 2026 et une contribution additionnelle de croissance externe de 120 millions d'euros. Sur ces 120 millions d'euros, on en a déjà fait 85 millions à date. Donc, jusqu'à fin 2026, nous avons largement de quoi faire pour pouvoir tenir ces objectifs. Ces objectifs de chiffre d'affaires, ils sont aussi complétés par un objectif de rentabilité sur lequel on est évidemment très investi et dont la trajectoire est cohérente, hein, puisqu'on arrive un peu à moins de 5% de marge de ROC cette année et l'objectif étant d'atteindre ces 9,5%. Donc, nous, on est, voilà, tous les signaux maintenant nous confirment l'atteinte de cet objectif, la possibilité de l'atteindre de cet objectif à l'horizon prévu de 2026, puisque nous avons voilà, et la structure et l'optimisation de la structure nous a permis de dégager des marges de manœuvre et que ces marges de manœuvre qui ont été réalisées au cours de l'exercice 2024 vont aussi produire des effets sur la partie année pleine de 2025. Donc, on a voilà, tout un certain nombre de signaux positifs qui nous permettent de confirmer notre ambition et la réalisation de ces objectifs communiqués au marché. Un petit mot sur les dividendes. Hein, donc, le conseil d'administration va proposer à la prochaine Assemblée générale le versement d'un dividende de 13 centimes par action, ce qui représente 28% du résultat net de cette année 2024, ce qui est en accord avec la politique de distribution qui avait été communiquée et partagée au moment de l'IPO par le groupe ICAP. Un dernier point donc, sur la structure de l'actionnariat. Hein, donc, on voit qu'il y a une grande partie d'éléments qui sont détenus, et la majorité est toujours détenue par la famille Balanguin, notre fondateur. Et nous avons, donc, comme on a vu, le management et les employés qui sont également investis à près de 20%. Et nous avons les investisseurs institutionnels et le retail et les partenaires stratégiques qui constituent également la partie flottante de notre actionnariat. On a eu une information qu'on a voulu mettre là aussi, c'est qu'un de nos partenaires stratégiques qui était déjà présent à l'IPO, qui est le groupe Sunshine en Chine, a communiqué au groupe son renforcement de sa participation et a franchi à la hausse le seuil de 5% début mars. Et on a informé le groupe. Donc, ce qui est plutôt un signe intéressant quand on voit que des partenaires stratégiques fabricants de PCB en Chine continuent leur investissement et croient à l'aventure et au positionnement du groupe ICAP. Voilà pour nous. Je pense qu'on va peut-être passer aux questions, Louis-Victor. Oui, merci Chora, merci Arnaud. On va effectivement débuter cette séance de Q&A avec une première question sur l'exposition sectorielle, à savoir est-ce que votre modeste pourcentage sur la défense peut croître avec le réarmement européen? Tu prends, Chora, ou je prends? Non, vas-y, prends. Donc, évidemment, les annonces et le contexte géopolitique ne nous ont pas échappé comme à personne, hein, bien entendu. C'est un marché qui est évidemment un marché très particulier, qui nécessite beaucoup de travail en amont et de mise en place de certains dispositifs de sécurité que nous avons entrepris dès le début de l'année 2024. Donc, c'est vraiment, voilà, notamment en France, on a travaillé ces aspects-là pour être en mesure de répondre à la demande française ou européenne de production de PCB à destination de la défense. Donc, on a travaillé avec un certain nombre de donneurs d'ordre et on a abouti maintenant. Donc, on escompte effectivement bénéficier de la stratégie et on va dire des décisions gouvernementales récentes, notamment au niveau européen, et être en capacité de fournir, que ce soit par nos unités de production, notamment en Suède ou en Afrique du Sud, à destination du marché militaire européen. Donc, c'est difficilement quantifiable à l'heure actuelle, puisque bon, on entend évidemment tout ce qui se dit. On attend que ça se concrétise au cours de l'année 2025. Mais oui, on espère, je crois que dans notre répartition actuelle, on doit être à 4% du marché militaire et aérospatial. On espère effectivement de voir cette
cette part grimper, même si ça ne pourra pas atteindre des niveaux très, très importants, puisque ça reste des marchés à faible volume ou à volume moyen, dirons-nous. Mais évidemment, c'est plutôt bien margé. Donc, c'est un marché qui nous intéresse et sur lequel on investit au niveau de nos différentes filiales, bien entendu. Merci Arnaud. On a deux questions plus orientées finance. La première est relative aux chiffres, à savoir est-ce que c'est du pro forma, et la seconde c'est relatif aux dividendes, à savoir est-ce que le pourcentage distribué varie selon les années, et la personne n'a plus en tête selon quels critères le dividende est distribué, le montant du dividende est distribué. Ok, alors je vais commencer par la partie dividende. L'objectif et l'engagement qui avait été donné auprès des actionnaires par le groupe ICAP lors de l'IPO était d'avoir un niveau de taux de redistribution du résultat net consolidé d'environ 30%. Donc la première année, donc en 2022, on avait distribué ce taux-là, on avait exactement divisé 30%, qui correspondait à 0,2 euros par action de dividende. Le conseil d'administration de l'an dernier avait décidé de maintenir ce niveau de dividende à 0,2 par action, même si l'année avait été un petit peu moins bonne en 2023. Et donc, on avait un taux de distribution qui était plus entre 35 et 40%. C'est ce qui avait été décidé en 2023. Et c'est le conseil d'hier, et donc compte tenu des résultats de l'année, et a décidé que on devait respecter les engagements qui avaient été pris. Et donc, il était décidé d'un niveau de dividende de 0,13 centimes d'euros par action, qui correspond à 28% du résultat net. Donc, on est dans les engagements qui avaient été pris au moment de l'IPO. Ensuite, tu me disais qu'il y avait une question sur les pro-forma. Qu'est-ce qu'on entend par pro-forma ? Exactement. Est-ce que les chiffres représentés étaient en pro-forma ? Non, ils ne sont pas en pro-forma. C'est les chiffres réels avec les intégrations des filiales à la date d'acquisition. Il n'y a pas de présentation qui inclut effectivement les effets année pleine de ces acquisitions. Donc, notamment, l'intégration du groupe NTW a été faite à partir du 1er octobre pour une acquisition de fin septembre. Donc, effectivement, on aura un effet année pleine l'an prochain de la contribution des acquisitions de cette année, comme c'était le cas par les années passées. Mais c'est vrai que l'acquisition d'NTW étant plus grande, on s'attend à avoir un impact bien meilleur, évidemment, et un effet bien meilleur sur notre niveau d'activité et notre performance sur l'année 2025, aussi provenant de ces acquisitions. J'ai bien répondu, ou je ne sais pas si ça correspond à l'attente. Très clair. Merci Arnaud. Donc pour continuer sur les questions, sur des points un peu plus spécifiques, est-ce que vous pouvez revenir sur la réintégration de Divsys, et une question aussi sur la tendance, sur la guidance de croissance annuelle moyenne de 10% au vu de l'environnement. Pourquoi maintenir cette guidance ? Alors, je vais commencer par Divsys. Donc, Divsys, c'est une usine d'assemblage électronique qui est basée à Indianapolis, aux États-Unis. C'est une usine qu'on avait décidé de s'en séparer fin 2022 parce qu'on n'avait pas ni le bon positionnement ni les bonnes personnes, on va dire, à ce moment-là, qui géraient cette usine-là. Et donc, on a essayé, c'est pour cette raison-là qu'on a essayé de trouver des repreneurs. Mais Chora et ses équipes ont travaillé avec différents conseils pour arriver à trouver un repreneur. Ça a été plus difficile que prévu, mais pendant ce temps-là, on n'a pas abandonné cette usine. C'est-à-dire qu'on a continué à travailler, on a mis des personnes en place pour que finalement, cet actif qui nous appartenait toujours soit fonctionnel. Le temps a fait son œuvre, les améliorations sont arrivées et l'événement un peu déclencheur a été aussi l'arrivée de Trump. On s'est dit que finalement, c'était peut-être pas une mauvaise idée d'avoir une unité de production aux États-Unis, compte tenu, on va dire, des orientations politiques du président américain. Donc, sachant qu'on avait investi, qu'on avait travaillé, que nos équipes avaient travaillé pour ça, on a décidé, au cours du conseil d'administration de décembre dernier, d'arrêter le mandat de cession qu'on avait donné et de réintégrer Divsys dans nos comptes et de continuer à développer et à investir sur le territoire américain, sur les aspects production aussi, en tenant compte évidemment du contexte politique américain suite à l'élection de Donald Trump.
Donc ça, c'est sur D6. Et donc l'autre question sur la partie, c'était sur la partie Sur la partie guidance de CAGR de guidance. 10%. Voilà pourquoi, au vu du contexte, maintenir cette en fait, c'est une bonne question. Hein. Donc, nous aussi, on s'est posé la question, mais on reste sur une croissance annuelle moyenne. Donc, cette tendance-là, il va falloir effectivement qu'on la tire au fur et à mesure des années depuis l'année 2022. Concrètement, là, on a vécu 2 années qui sont délicates. 24 et 23 ont été vraiment délicates. On a eu de la décroissance, c'était affiché. Le secteur a souffert. Là, nous, on est un peu, on est un peu dans le bon virage où on a le sentiment qu'il y a quand même le plus dur est derrière nous. Toute la partie, notamment la partie occidentale européenne, parle de réindustrialisation, font des plans de relance, et je pense en particulier à l'Allemagne. On a préservé, nous, nos forces commerciales et nos positionnements. Donc, la croissance et les croissances à 2 chiffres qu'on a connues par le passé, elles existent dans notre secteur. Ce n'est pas quelque chose qui n'est inatteignable. Et donc, on est plutôt confiant sur le fait que cette reprise-là, le contexte économique actuel, l'impact effectivement des décisions à l'échelle européenne sur la partie investissement en défense, mais qui va quand même ruisseler sur la partie industrielle globalement, va nous être bénéficiaire. Et donc, nous, on est prêts, on a nos équipes, on a notre positionnement, on a notre business model qui va nous permettre de répondre à cette demande-là. Et donc, c'est pour ça que cet objectif, pour nous, il est atteignable. Si effectivement, on se revoit dans 1 an et que rien n'a bougé, la position du groupe changera peut-être, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Très clair, merci Arnaud. On a une question d'actualité relative à l'élection de Trump. Alors tu en as un peu parlé, mais est-il un facteur d'inquiétude pour le groupe? Je réponds toujours, Jura, ou tu veux répondre? Non, c'est bon, je vais le faire. Non, c'est pas un facteur d'inquiétude. Aujourd'hui, on l'a expliqué pendant les slides, ça fait des années qu'on travaille des solutions en dehors de la Chine, justement pour répondre aux tensions géopolitiques qu'il peut y avoir, et notamment à cette histoire de ces problématiques de tarifs. Donc aujourd'hui, on est organisé, et on a déjà été organisé on est déjà organisé depuis des années pour pouvoir répondre à ces nouveaux tarifs qui ont été mis en vigueur par l'élection de Trump. Donc aujourd'hui, on sait aussi que il y a forcément du business, parce que on va pas venir demain retrouver des usines de circuits imprimés aux États-Unis. Par contre, les clients et tout l'assemblage électronique peut lui être transféré aux États-Unis, ce qui est bénéfique puisque ce sont nos clients qui vont être transférés aux États-Unis, alors qu'avant ces mêmes assemblages se faisaient en Chine. Donc c'est surtout ça qu'on va venir voir comme transfert. Je pense pas qu'on verra un transfert d'usines de circuits imprimés aux États-Unis. C'est pas ce qui est envisagé, mais par contre que nos clients aujourd'hui, au lieu d'assembler en Chine, demandent à rapatrier leur business aux États-Unis, certainement, et ce qui va contribuer à notre croissance également, puisqu'on a aujourd'hui une équipe forte aux États-Unis, puisqu'on a également fait des acquisitions sur ce territoire-là. Donc pas plus d'inquiétude que ça. Très clair, merci Chora. Une question sur l'activité maintenant. Est-ce que c'est possible de donner une tendance en fait secteur par secteur sur ce que vous pouvez observer depuis ce début d'année? Je vais y aller. Donc, vous voyez l'évolution sectorielle qu'on a subi et qu'on a vécu, on va dire, au cours de l'année 2024. On a effectivement un marché automobile qui a extrêmement souffert sur l'année 2024. C'est une surprise pour personne, hein, que ça soit en Allemagne, mais également dans les autres pays européens. Donc ça, c'est effectivement une part qui est en léger recul chez nous. On est en revanche plutôt bien positionné sur
alors ce qu'on appelle l'industrie, qui regroupe en fait énormément de choses, mais on va dire l'industrie des équipements, des machines, des systèmes d'automatisation et ainsi de suite. Donc ça, c'est un secteur qui était plutôt dynamique. Et qui continue à l'être. Donc, on est plutôt bien orienté de ce côté-là, notamment sur les territoires comme l'Italie, qui est un gros territoire de croissance pour nous. Donc, on est content de cette zone-là. Sur la partie défense, comme je vous disais, on reste encore un petit acteur, parce qu'on parle de 4-5% de notre chiffre d'affaires. On pense vraiment que ça peut croître, ça peut certainement doubler. Ça ira peut-être difficilement au-delà de ça, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on est vraiment bien positionné, comme je vous en ai parlé. Après, on a toute la partie sur on va dire les biens de consommation dépendent beaucoup de l'activité et de la consommation des ménages. Là, on a des allers-retours un peu qui dépendent beaucoup à la fois des zones et des secteurs. Donc, c'est un secteur qui finalement, même s'il va moins bien dans certains endroits, il se maintient dans d'autres. Donc, on arrive à maintenir à peu près nos positions. Donc, voilà à peu près les grands secteurs. Là où on est effectivement aussi en développement, c'est que la partie Asie du Sud-Est, qui a notamment été complétée par l'activité de l'arrivée d'NTW, se porte vraiment bien et on est très content de la performance de ce groupe, de son intégration, de son positionnement et de tout ce qu'il nous apporte sur sa connaissance de ce marché, on va dire, du Sud-Est asiatique. Donc ça, c'est une vraie réussite. Donc sur cette partie géographique, on escompte aussi de bons développements dans cette région. Ok, merci. Une autre question pour revenir sur la fraude intervenue au sein de la filiale américaine. Est-ce que c'est possible de donner quelques précisions là-dessus? Oui, bien sûr. Donc oui, c'est quelque chose effectivement, un événement important de 2020 qui s'est révélé à nous en 2024. Ça a évidemment été un choc. Donc en fait, on a dès l'instant où les éléments nous sont apparus, on a été immédiatement mis en relation et on s'est mis en relation avec les autorités américaines, puisque là on parle pas d'un petit cas, on parle de quelque chose qui est très élaboré à l'échelle quasi industrielle, qui a été réalisé par une personne de nos effectifs aux États-Unis. Donc ça a été effectivement des semaines et des semaines de travail avec les enquêteurs en l'occurrence du FBI, qui était en charge de la partie investigation sur cette affaire-là. On a évidemment collaboré main dans la main avec eux. On leur a donné accès à tous les systèmes qui étaient nécessaires pour comprendre effectivement et dénouer les centaines et les centaines d'opérations illicites et frauduleuses qui ont été réalisées par cette personne. Donc ça a été un travail de longue haleine qu'on a fait conjointement avec les autorités. Donc les autorités aussi font leur travail de leur côté. Alors je n'ai pas communiqué effectivement sur où ils en sont, mais en tout cas il y a un vrai dossier qui va donner lieu à des vraies poursuites et qui va donner peut-être lieu à des arrestations et des condamnations en fonction effectivement de comment procède la partie on va dire judiciaire américaine. Mais en tout cas on a vraiment été au bout de notre démarche, puisque ça nous a pris du temps, et parce que les montages étaient très sophistiqués et la dissimulation, puisqu'on parle bien de dissimulation, a été pris dans le temps et a duré dans le temps et a été vraiment élaboré pour que ça ne soit pas détectable, jusqu'au moment où, évidemment, on a trouvé. Une fois qu'on a trouvé la faille, effectivement, on a remonté toutes les ficelles et on a compris, année après année, l'origine et la manière de faire. Donc maintenant, on a évidemment identifié aussi quelques zones de faiblesse qui ont permis cette fraude, qui ont été immédiatement corrigées et qui nous permettent maintenant d'éviter, de mettre fin à ce système qui nous a contraint à avoir un détournement de plus de 4 millions de dollars sur les 7 dernières années. Donc, ça a été un événement très défavorable qui néanmoins nous servira de leçon, nous a permis aussi de voir comment est-ce que nos contrôles internes ont pu être détournés, puisque
on a un contrôle interne qui est évidemment robuste, hein, mais qui a pu être détourné par de la manipulation d'un individu malveillant. Oui. Une question. Oui, une question, peut-être une dernière question sur la stratégie de rachat d'actions propres. Est-ce que vous avez un commentaire effectué sur cette thématique? Oui, bien entendu. C'est quelque chose qu'on avait effectivement en tête depuis quelques temps, qui pour l'instant n'avait pas de caractère d'urgence ou quoi que ce soit. Puis finalement, l'opportunité s'est présentée aussi, puisqu'on avait on a mis en place ce programme dans un premier temps pour en fait faire une opération avec la famille Bentley, qui est un actionnaire historique du groupe, qui souhaitait eux mettre fin à leur participation dans le groupe. C'est des gens avec lesquels on a eu une relation commerciale qui maintenant s'atténue d'année en année. Et donc on a mis en place ce programme pour pouvoir faire ce type d'opération. Nous, on pense aussi, et c'est l'objectif final, hein, c'est qu'on voulait intégrer dans nos offres de croissance externe une part en action. Et donc, on a utilisé finalement la volonté qu'avait un actionnaire historique et l'opportunité pour le groupe ICAP d'avoir une partie de ces actions d'actions propres qui soient disponibles à l'occasion de deal M&A que Shora et ses équipes négocient dans le futur. On n'avait pas cette possibilité-là par le passé puisqu'on n'en avait pas de disponible sous la main. Maintenant, c'est le cas. Donc on est prêt et je sais que dans les prochaines offres que Shora fera, ils sauront intégrer une partie de paiement en action. Merci Arnaud. Je pense qu'on a fait le tour des questions pour le moment. Je vais donc vous laisser conclure, donner le mot de la fin du webinaire, si vous le voulez bien. Oui, très bien. Écoutez, merci à tous. Hein. Donc, ça reste une année évidemment challenging, mais satisfaisante, avec une performance, on va dire, financière remarquable, des équipes mobilisées, sans évidemment lesquelles rien n'est possible. Donc, on a aussi préparé cette année 2025 sur les meilleurs auspices. Donc, on s'attend et on espère que tout le travail qu'on a engendré, tous ces efforts qui ont été faits et tout le positionnement qui ont été pris au sein du groupe porteront leurs fruits. Ça a été le cas pour 2024, mais on s'attend vraiment aussi à avoir une année 2025 bien orientée et encore mieux orientée que ce qu'elle était cette année afin de permettre d'atteindre nos objectifs communiqués au marché. Je ne sais pas si tu veux dire un mot, Shora, peut-être. Non, merci à vous et puis on continue notre stratégie. De croissance externe et pour maximiser notre création de valeur. Donc, merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.